Bien, bah écoutez, on se retrouve pour j'allais dire la fin de cette longue journée de réflexion sur la technologie française et sur l'état de l'économie, de l'écosystème technologique français. Donc, on procède de manière assez rapide sur des propositions qui sont faites et nous transmettrons au pouvoir public en deux temps. Le premier temps, c'est trois grands professionnels, que ce soit Christelle Hildmann, qui est la patronne de Schneider, que ce soit Vincent Giré, qui est le patron de la communication, de l'information et des sports de Radio France, et que ce soit Philippe Carly, qui est le patron du groupe EBRA. Tout ça, ce sont des talents exceptionnels, chacun 6 minutes. Donc, c'est vraiment la partie proposition. Et puis après, il y aura les propositions des trois membres du cercle. Mais là, je ne suis que le passe-plat. Et le passe-plat propose le plat à Christelle. Merci Jean-Hervé. Alors d'abord, j'ai pas eu la chance de pouvoir assister à l'ensemble des débats, donc je vais essayer de conclure. Évidemment, j'ai vu certaines des conclusions des différentes tables rondes. Il va de soi que la question posée est bonne, puisqu'effectivement, on a des raisons d'être inquiet. La France est quand même un pays de contraste, mais aussi de résilience. Il est vrai qu'on peut se demander si notre pays finalement est inquiétant ou attirant pour les investisseurs étrangers, et c'est important quand on parle de recherche. On peut se demander si on est un pays peuplé de Gaulois réfractaires ou une start-up nation. Et on est certainement un peu des deux quand on voit à quel point on est parfois englué dans des débats sur l'acceptation par la société des progrès technologiques, que ce soit le nucléaire, les compteurs Linky intelligents, la 5G ou bien même les débats qu'il y a eu sur les vaccins ARN messagers. Et donc oui, évidemment, il nous faut inventer en Europe les technologies de demain pour garder ou reprendre l'avantage selon les domaines et dans toute l'Europe soutenir des initiatives pour l'innovation de rupture, comme par exemple ce que fait la Fondation JEDI. Maintenant, pour conclure la journée de débat à Grenoble, berceau de Schneider Electric, je ne peux que lancer un cri de reconnaissance. La France a tout pour être, ou devrais-je peut-être dire rester, un leader technologique dans la transition énergétique. La France est un pays clairement engagé vers la neutralité carbone en 2050, comme l'ensemble des pays européens. Mais la France est le seul pays en Europe à avoir une électricité déjà décarbonée à 92%, avec des leaders mondiaux dans toute la chaîne de valeur, que ce soit dans la construction avec des acteurs comme Saint-Gobain, Vinci, Bouygues, ou dans l'énergie, Total, Engie, le groupe EDF, et puis bien sûr dans la filière électrique avec des acteurs comme Rexel, Sonepar, Legrand et bien sûr Schneider Electric. Notre engagement chez Schneider, c'est d'avoir un impact carbone positif pour le climat et d'être le partenaire de nos clients partout dans le monde, dans leurs projets pour le développement durable. Et c'est à Grenoble qu'on a notre pôle d'innovation mondial pour le groupe Schneider Electric. C'est le berceau des compétences pour le groupe. On y a notre plus gros pôle de R&D avec 24 000 mètres carrés de labo, plus de 2000 ingénieurs et techniciens R&D. C'est là qu'on a les moteurs de l'innovation en électromécanique, électrotechnique, coupure, simulation, les architectures de systèmes complexes de distribution électrique, ce qui est clé dans un monde et dans un système énergétique qui s'électrifie de plus en plus. On a des laboratoires d'essais qui concentrent le plus haut niveau d'expertise au monde. C'est un lieu pour nous d'open innovation, d'innovation en mode ouvert avec tout l'écosystème régional, bien sûr, le CEA, le CNRS, les universités, les grandes écoles et les nombreux groupes industriels de la région. On y a aussi le bâtiment qui vise d'être le bâtiment le plus efficace et le plus performant au monde, bourré de technologies qui représentent évidemment les technologies sur lesquelles on travaille. Et j'ai envie de dire, au-delà de tout ce qu'on fait pour la technologie en France, c'est aussi en France que l'on a innové lors de la COP 21 sur l'agenda des solutions pour la transition écologique. Résoudre les enjeux du climat, c'est une question de solution. Et donc, dans l'histoire de la COP, c'est en France qu'on a poussé cette idée. On a mis en avant le French Business Climate Pledge. C'est aujourd'hui plus de 100 entreprises françaises qui représentent 6 millions d'emplois dans le monde, 1600 milliards d'euros de chiffre d'affaires et surtout 100 milliards d'euros de R&D sur 2020-2023. C'est dire l'importance de la recherche et c'est une initiative que nous animons, Schneider Electric, et qui va convaincre 1000 entreprises de plus d'ici l'été. Alors en conclusion, j'ai envie de dire que le futur de l'énergie est aux nouvelles technologies et aux nouvelles solutions. Nous ne pouvons pas répondre aux enjeux du 21e siècle avec les technologies du 19e ou du 20e. Les technologies sont là, le digital change tout. Nous l'avons vu avec la crise Covid que nous traversons encore. La technologie doit évidemment être au service de l'homme, permettre l'émergement de nouveaux comportements. Nous n'avons pas le choix et si nous voulons être au rendez-vous des objectifs de développement durable pour les futures générations, nous devons innover
Nous avons besoin d'un écosystème de déploiement des technologies du futur en France et en Europe, bien sûr, mais en France. Et c'est aujourd'hui une question primordiale. La question primordiale en est évidemment, et je terminerai là-dessus, la vitesse. Et il ne faut pas perdre de vue cet enjeu de vitesse dans la course technologique. Et c'est souvent ça qui pêche quand on a les meilleurs en France. Merci beaucoup. Je continue à passer le plat. Donc je passe le plat à Philippe. Peut-être deux mots aussi de tout ce que tu as fait, puisqu'il est en technologie. Ah, mute. Bonjour à tous. Donc, c'est un grand plaisir de participer à la fin de ces tables rondes sur un sujet qui me passionne, qui est l'innovation et d'une manière générale les sciences. Alors, vous allez me dire comment un patron de presse s'intéresse à ces sujets. Tout simplement parce qu'avant d'être patron de presse, j'ai travaillé très très longtemps dans l'industrie. Je suis encore très actif dans le domaine de l'éducation et en particulier des sciences de l'ingénieur. Voilà, donc moi, écoutez, j'ai trouvé que effectivement la question paraît un peu pessimiste. Est-ce que la France a encore un rôle à jouer dans l'avenir et dans l'innovation, dans un contexte où depuis les années 2000, on a eu une désindustrialisation? Mais je dirais mon côté optimiste me fait retenir de cette conférence plutôt des aspects positifs. Le premier est que finalement il y a une foison de talents et si on sait les regrouper, en particulier les faire travailler ensemble, les détecter, on arrive à de très bons résultats. Je crois que Grenoble, de ce point de vue-là, est un exemple. Autour du CEA, du LETI, et des très belles entreprises comme Schneider, on a su créer une dynamique et une expertise unique dans le monde dans certaines technologies. Alors c'est vrai sur les semi-conducteurs, c'est vrai aussi dans le nucléaire, dans la transition énergétique, comme ça a été cité précédemment. Mais en fait, la réussite et ce que j'en ai retenu, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a historiquement par notre système éducatif des experts de mathématiques et les mathématiques et d'une manière générale les sciences fondamentales sont importantes justement dans différents domaines qui, je crois, sont des domaines d'avenir. Et pour peu qu'on sache amener les uns et les autres, recherche publique, recherche privée, entreprise, start-up à travailler ensemble, on arrive à de très bons résultats. Donc j'ai cité Grenoble, mais ce qui est en train de se faire aussi à Saclay est un bon exemple de la capacité de la France de créer des compétences et des clusters à ambition internationale. Je rajouterai, j'ai été particulièrement intéressé par l'intervention et l'idée de Jacques Attali, notamment sur son économie de la vie, qui me semble être bien regroupé en fait les talents et les savoir-faire que l'on a en France, que ça soit dans le domaine de la santé, on a probablement les meilleurs ingénieurs qui ont une capacité, vous le savez, dans la santé évidemment, il faut d'excellents médecins, mais il faut aussi une capacité à analyser les données, à amener les données à créer une image qui soit utilisable par le chirurgien ou le médecin. On a aussi des aspects, je pense, qui jouent pour la France et pour l'Europe, qui sont la protection des données, qui ont été aussi évoquées pendant les différentes tables rondes. Donc, domaine de la santé, au sens large, dans un monde, je dirais, durable, la maîtrise des biens de consommation et en particulier de tout ce qui est animal, nourriture est important. Et dans ce domaine, ce qui pourrait paraître un peu ancien, comme l'agriculture ou autre, en fait, on s'aperçoit que c'est un atout majeur. Toute la difficulté aujourd'hui étant de gérer la peur et de gérer la désinformation. Et donc, de ce point de vue-là, je voudrais rajouter, je dirais, un point de vue du rôle des médias pour répondre à cette question.
Je crois qu'aujourd'hui, les médias ont un rôle essentiel à jouer, et en particulier sur l'éducation, et apprendre aux Français à réaimer la science, à aimer leurs entreprises scientifiques, parce que je suis convaincu que le progrès passe par l'innovation. De ce point de vue-là, la presse doit jouer son rôle d'information, de solution, doit créer le débat, et puis surtout rendre accessible la science, parce que finalement, souvent, on est inquiet par manque d'information, ou pire, par désinformation. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et vous pouvez compter en tout cas sur les titres du groupe EBRA pour participer quelque part à ce que nos Français, que nos citoyens soient beaucoup plus ouverts à la science, et se tournent vers l'avenir, parce que évidemment on a des enjeux écologiques importants, mais je crois que ces enjeux seront essentiellement réglés, notamment par la capacité scientifique à continuer à se développer en maîtrisant ces enjeux. Un grand merci. Je continue à passer les plats, et je le passe à Vincent Giré, auquel d'ailleurs je rappelle, parce que j'essaie de le joindre, que j'ai besoin de sa signature électronique, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, Vincent, à toi la parole. Elle sera prête très prochainement, cher Jo Hervé. Non, un petit mot rapide d'abord pour ne pas abuser du temps des uns et des autres, mais pour me réjouir d'un troisième événement après Toulouse, Rennes, c'est maintenant Grenoble. On est sur des grandes questions qui concernent la société française. La question de la technologie, tout le monde l'a dit, est centrale, et l'intérêt d'être aujourd'hui dans un centre comme Grenoble, c'est que précisément on a à la fois de l'expertise, mais on a aussi du témoignage des acteurs qui viennent témoigner de la façon dont on fait de l'innovation aujourd'hui en France. Et j'ai été particulièrement intéressé par le témoignage des incubateurs cet après-midi. Non, je voudrais aussi vous dire 2 ou 3 choses toutes simples. La première d'abord, qui est une évidence, mais qu'on mesure aussi dans nos métiers de l'information, c'est que nous n'aurions pas tenu dans cette crise sans la technologie. La technologie, l'innovation ont été au cœur de notre résilience pendant cette crise sanitaire. Elle nous a permis de rester en contact les uns avec les autres, et on sait combien c'est une épreuve psychique douloureuse pour les sociétés qui subissent cette crise, mais on peut imaginer aussi que si nous n'avions pas eu le numérique, l'innovation et cette capacité à rester en contact les uns avec les autres, cette crise aurait été, nul doute, d'une violence plus grande encore. La deuxième chose, bien évidemment, juste avant, l'un d'entre vous a parlé de course contre la montre. Nous sommes engagés aujourd'hui dans une course contre la montre en matière d'innovation et technologie. C'est évident, la concurrence est extrêmement forte. Il faut tout faire pour favoriser la place de la France. Philippe Carlier évoquait à l'instant le rôle des médias. Je crois qu'il est tout à fait important. On doit pouvoir, et je prône depuis longtemps, et aussi à l'occasion de cette crise sanitaire, je prône une nouvelle alliance entre le journalisme et la connaissance, entre le journalisme et les scientifiques. Je crois que ce n'est pas toujours le fort des rédactions d'une manière générale, la culture scientifique. C'est une occasion. La crise sanitaire nous a permis de progresser, d'apprendre, d'être en connexion avec le milieu des chercheurs, avec des scientifiques, et je crois aussi que ça a contribué à rendre nos antennes plus sensibles, plus intelligentes sur ces sujets-là, et sans doute peut-on faire profiter le très grand public d'une parole des scientifiques qu'on avait tendance à ne pas assez valoriser. Et en tout cas, aujourd'hui, elle y a toute sa place pour des raisons évidentes. Mais l'avenir aussi va faire en sorte que les scientifiques aient davantage de place, je le crois. La question du climat ne peut pas être résolue sans la technologie. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. On voit bien l'innovation et les grappes d'innovation dans ces domaines-là. Ça va être extrêmement intéressant. Et là aussi, le rôle des médias est de contribuer à les mettre en valeur. Mais je vais rester un instant aussi sur le métier de l'information. Et dans notre crise de l'information, Philippe Carlier l'a évoqué d'un mot, la crise de confiance, le problème de la post-vérité, de la crise de la vérité. On voit bien aujourd'hui que nous sommes dans un paysage de l'information saturé, dérégulé, et qui emporte, avec un tsunami d'informations, qui emporte finalement les digues de confiance qui existaient autrefois. Cette situation-là mérite différents types de réponses.
bien évidemment, on peut considérer qu'il y a une réponse éditoriale, que les médias doivent s'interroger sur la façon dont ils font leur métier, la façon dont ils communiquent, dont ils travaillent, dont ils font, dont ils informent aujourd'hui les Français. Il y a une réponse certainement de formation. On voit bien avec l'école la nécessité de former l'esprit critique, de revenir à des fondamentaux, d'apprendre en quelque sorte aussi l'usage de la société numérique qui comporte des risques comme chacun sait. Il y a une réponse très européenne qui est celle de la régulation, qui est une troisième type de réponse. La régulation, c'est un cadre juridique, c'est une régulation avec les GAFA, c'est bien évidemment indispensable. Mais il y a aussi un autre type de réponse, et c'est celui sur lequel je voudrais conclure, qui est une réponse technologique. Nous avons besoin aujourd'hui d'innovation de rupture, y compris pour nos métiers de l'information. On a besoin de l'intelligence artificielle, on a besoin de la blockchain. J'étais aux États-Unis il y a quelques mois, et c'était l'un des enjeux principaux d'un congrès de journalistes américains. On a aujourd'hui un univers de start-up autour de grands médias américains, tout à fait intéressante. Et aujourd'hui, on sait que on peut certifier de l'information avec de la blockchain. Ce sont des pistes qui sont de plus en plus développées, qui sont intéressantes. Bien évidemment, ça n'est pas encore abouti, mais on voit qu'il y a une manière de travailler ensemble qui est absolument indispensable, qui est nouveau pour les équipes éditoriales et les rédactions. Ça existait assez peu autrefois. Il y a un espace aujourd'hui nouveau et de plus en plus de médias s'entourent de start-up précisément pour travailler cette question de la confiance et de la certification de l'information. Voilà, autant de sujets qui montrent que cette question de la technologie, de la place de la France, des technologies, des passerelles qu'on peut établir entre différents métiers est totalement centrale et qui justifie une fois encore la tenue d'un événement comme celui d'aujourd'hui. Merci à tous, merci de votre écoute et merci à tous ceux qui ont participé et qui ont écouté et participé aux échanges. Alors merci. Merci, c'est vachement sympa parce que maintenant, ça va être 3 membres du cercle, dont votre serviteur, qui vont s'exprimer, dont Françoise Benamou, qui en est la présidente, et David Tesmar, qui nous va dire sa réflexion de très loin. Je vais juste dire un mot sur le merci que nous formulons, je crois, nous, le cercle d'économistes, pour à la fois Radio France, qui nous accompagne dans tous ces grands événements et avec un talent formidable, et puis le groupe EBRA, qui en l'occurrence était représenté à la fois par son patron et par le Dauphiné Libéré, qui est le journal évidemment de Grenoble. Donc voilà, un grand merci. Ceci d'ailleurs a un impact exceptionnel, à la fois la qualité, les journalistes qui ont bien voulu, j'ai animé les débats des 2 grands groupes, mais surtout il y a eu, je crois, on faisait le calcul tout à l'heure, il y a ce matin 50 000 personnes, cet après-midi un peu plus, qui ont suivi tous les débats. Alors ça peut être les mêmes, mais disons qu'on touche quand même des dizaines de milliers de personnes qui participent à ces discussions et c'est très important. Voilà. Maintenant, la parole aux membres du cercle. Là aussi, je passe plat et puis je dis à la fin au revoir. Tout d'abord, la présidente du cercle, qui est Françoise Benamou, qui prend la parole sur les conclusions que nous avons pu, nous, le cercle, développer. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Ça a été une journée formidable, je trouve, avec des intervenants extrêmement variés, tous extrêmement dynamiques, avec des vrais, qui donnent envie. Et j'ai beaucoup aimé ces conclusions d'ailleurs sur la question des talents, de l'importance de la technologie, de la manière dont elle peut infuser aussi dans la société et dans l'ensemble de la société. Alors ça nous amène à des propositions extrêmement concrètes qu'on a voulu faire, nous le cercle, à partir du constat qui a été fait dès le début de la journée par Jean-Hervé sur la place de la France qui, d'une certaine manière, s'est dégradée parce que tout simplement, première proposition, premier axe, peut-être ne mettons pas, enfin pas peut-être, on ne met pas assez d'argent dans la recherche. La recherche doit être au cœur des préoccupations économiques, des préoccupations sociales, et il faut porter les dépenses de recherche et développement en France à 3% du PIB. Pour mémoire, elles sont aujourd'hui à 2,2%. Geneviève Fioraso a dit de 4, enfin bon, entre 2 et 4, peu importe. Soit, ça veut dire une augmentation de 20 milliards d'euros par an. Et cela pour nous porter à hauteur des grandes nations innovantes que sont les États-Unis, les pays du Nord, l'Allemagne.
Voilà, c'est notre premier axe et je laisse la parole à, je crois, David, hein, pour le deuxième axe de nos propositions. Merci David. On t'entend pas. Mute, mute. Voilà, vous m'entendez maintenant, pardon. Je t'ai demandé quelle heure était-il? Il est midi moins 5, donc c'est encore la pleine journée. Il fait assez beau, d'ailleurs le printemps est déjà là, ce qui n'est pas le cas apparemment en France. Voilà, mais sinon tout va bien. Donc très heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai suivi essentiellement en lisant les échanges d'aujourd'hui, très intéressants. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Donc je suis en charge de présenter le deuxième axe des propositions du cercle. Donc au-delà de la proposition numéro 1 dont Françoise vient de parler, qui consiste à porter, augmenter d'un point de PIB l'effort public dans la recherche et développement, l'axe 2 s'intéresse à l'organisation de la recherche, c'est de réfléchir à la gouvernance. Donc il y a 3 points essentiellement. Le premier point, c'est que ça part du principe qu'il est très difficile pour un gouvernant, pour une technostructure, de savoir quels sont les bons et les mauvais projets de recherche, et que dans ces conditions, il faut avoir une approche bottom-up en bon français, qui consiste à donner de l'argent, directement aux équipes de chercheurs sur la base d'orientation, sans essayer de micromanager, de définir très précisément les sujets de recherche, mais surtout plutôt sur l'historique de succès des équipes de recherche. Est-ce que les équipes de recherche ont trouvé les choses dans le passé? Est-ce qu'elles sont fonctionnelles? Et sur cette base-là, il faut envisager des projets, des appels à projets qui sont plus importants. Donc c'est un peu l'idée de l'ANR, de l'ERC au niveau européen, mais faisant circuler les moyens par ce canal-là, sur la base des succès passés des équipes. Le deuxième point, c'est de nos propositions, c'est l'articulation entre le public et le privé. Donc, quand on est ici aux États-Unis, en particulier à Cambridge où je suis actuellement, c'est très très frappant comment l'interaction, comment l'interaction entre le secteur privé, tout le secteur des biotech, c'est là où est Moderna, c'est pas un hasard que Moderna soit au bout de la rue. L'articulation entre la recherche privée et la recherche publique, elle n'est pas publique, mais la recherche des universités se fait bien. En revanche, je crois que si jamais on doit essayer de favoriser ces écosystèmes-là, c'est essentiellement en poussant le financement de la recherche publique, c'est-à-dire celui des universités, des centres de recherche, plus que d'essayer de financer directement les partenariats. C'est pas une très bonne solution de financer la recherche privée en contraignant les équipes de recherche publique pour qu'elles aient une partie du financement à travailler avec des entreprises. C'est pas comme ça que ça doit se passer. L'argent doit arriver dans le secteur public. Une fois qu'il est dans le secteur public, dans le secteur de l'université, il se peut, des collaborations vont naturellement se nouer. Et à nouveau, il faut une approche bottom-up au sens où on peut pas trop savoir comment ça va se passer, quelle entreprise va travailler avec quel groupe de recherche. Il faut que la connaissance soit produite dans l'université, dans les centres de recherche au CNRS, et ensuite, après, très naturellement, les entreprises intéressées vont se rapprocher, les équipes de recherche qui ont des volontés entrepreneuriales vont s'engouffrer dans des brèches qu'elles ont trouvées, découvertes, avec une clé de répartition des rendements de la propriété intellectuelle qui, évidemment, ne laisse pas l'université comme pur financeur et pas comme bénéficiaire des retombées commerciales de l'innovation. Donc tout ça est déjà plus ou moins en place, mais vraiment l'idée, c'est de remettre le centre de recherche au centre du dispositif. Et de ne pas mettre des bâtons dans les roues pour les collaborations avec le privé. Mais ça, je crois que c'est déjà plus tellement le cas en France. C'est en tout cas l'idée de financer la recherche privée. C'est la raison pour laquelle c'est pas efficace du point de vue de l'économie, c'est que la recherche privée est verrouillée. Elle est verrouillée par des brevets, par du secret des affaires, alors que la recherche publique, elle est libre de droit. Donc c'est celle qui a le plus d'effets externes et qui donc du coup légitime le plus la subvention publique.
Dernier point, celui de la gouvernance. Donc tout ça passe. En tout cas, je donne un peu un point de vue venant d'ici, hein, des États-Unis. Tout ça passe par des universités autonomes. Toutes les universités, aucune université aux États-Unis ne dépend de l'État fédéral, mais pas du tout. Certaines universités dépendent des États, c'est des universités publiques, mais la plupart des universités sont en fait des associations privées. Qui évidemment n'ont pas que des financements privés, mais qui ont une grosse partie de financement privé. Et évidemment par ailleurs des financements publics, soit par la défense. Donc pour le MIT c'est très important, par exemple le financement de la défense. Donc il est récurrent, mais aussi évidemment à travers des appels à projets qui sont ad hoc sur des questions à donner, pour lesquelles, par exemple, l'Institut national de la santé, par exemple, qui verse plusieurs dizaines de milliards de dollars par an, finance, etc., etc. Donc ça doit se passer à travers des appels d'offres ou des financements récurrents pour des laboratoires en dur, hein, comme c'est le cas pour le MIT, qui a des laboratoires qui sont dédiés vraiment à la défense. Donc là, il y a un financement récurrent. Donc, mais ça implique quand même une autonomie des universités, c'est-à-dire que chaque université est réellement responsable de son budget, au risque d'avoir à réduire les salaires si jamais les vaches sont maigres, et aussi autonome au sens où elle bénéficie directement de la valorisation de sa propre recherche et qu'elle gère comme une entité complètement indépendante ses relations avec l'État fédéral. Là, il y en a très peu, à part les financements de la recherche, c'est les visas essentiellement le grand sujet, et surtout et très essentiellement avec l'État local, la région équivalent de la région en France, ou même voire même la ville. Donc il y a une relation un peu d'amour-haine avec la ville de Cambridge pour le MIT, pareil pour Harvard. Voilà, et donc dans ces logiques-là, avoir l'université au centre du dispositif me paraît essentiel. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup de silos, on a voilà, les grandes écoles, les universités, etc. C'est vrai que toutes ces institutions peuvent servir de réceptacle à l'effort de recherche, mais elles sont effectivement, elles doivent apprendre à collaborer davantage. Françoise? Oui, alors je vais prolonger ce qu'a dit David à l'instant, mais au niveau sur la question à la fois de la gouvernance et du financement, mais au niveau cette fois-ci européen, c'est notre troisième axe dans l'ensemble de nos propositions. Et là, nous avons deux propositions. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de bâtir une vraie Europe de la technologie, parce que les enjeux de recherche d'aujourd'hui sont des enjeux qui nécessitent à la fois en compétences et en financement des moyens considérables, de l'intelligence collective, de la coopération de centres de recherche. Et donc, il est absolument essentiel de réfléchir et de construire au niveau européen. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose de créer au niveau européen des agences sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis, les DARPA, qui sont plutôt spécialisés sur les innovations de rupture dans le champ de ce qui est lié à la défense. Les DARPA ont été créés au moment de la guerre froide, et par exemple le laser, le GPS sont des innovations qui viennent des DARPA. Et BARDA, les agences BARDA américaines, l'agence BARDA, elle est spécialisée plutôt dans le biomédical, et on lui doit par exemple des avancées sur l'ARN messager, pour parler quelque chose de tout à fait d'actualité. Donc ce modèle de la DARPA et de la BARDA, c'est un modèle qui nous semble absolument essentiel et qu'on pourrait imiter au niveau européen pour financer donc les innovations de rupture qui nécessitent des moyens en hommes et en financement importants, et qui nécessitent aussi d'aller vers des projets risqués dans le domaine de la défense, de l'aérospatiale, de l'énergie, de la microélectronique, du numérique, de la santé, etc. Ça, c'est un premier grand point. Puis deuxième point au niveau européen, est toujours dans l'idée de bâtir une Europe qui sait à la fois foncer et se défendre. Il faut absolument mettre en place un Buy European Act qui réserve aux entreprises européennes l'accès au marché public dans certains secteurs innovants afin de stimuler la demande dans ces technologies. Donc, accès au marché public pour les entreprises européennes dans ces secteurs-là, c'est fondamental. Ça
permet de donner des perspectives aux entreprises européennes dans cette concurrence qui est aujourd'hui mondiale. Et puis le deuxième élément qui est un petit peu lié à celui-là, cette mesure peut être complétée tout à fait par des incitations d'adoption et d'achat de nos technologies françaises et européennes auprès des entreprises et des ménages. Alors, ces incitations peuvent prendre diverses formes. Ça peut être depuis de l'information jusqu'à des incitations financières. L'idée, c'est que le développement technologique à l'échelle d'une société ne peut avoir lieu que si les innovations sont portées par l'offre, mais aussi par la demande, c'est-à-dire par les ménages et par les entreprises dans leurs actes qui peuvent être quotidiens d'achat ou d'investissement. Voilà. Bien, moi je termine sur le désir, parce qu'il n'y a pas de société qui progresse si elle n'est pas mue par le désir de technologie. En réalité, on est un pays qui a vécu pendant, en tout cas toute la deuxième partie du 19e siècle, comme étant réellement leader dans les sciences, avec l'Allemagne. Et puis, tout ça s'est un peu étiolé dans les 20 ou 30 dernières années, avec l'idée que le commerce, la finance, etc., devait se substituer, que nous allions devenir un formidable pays de services, ce qui évidemment a donné les résultats que l'on connaît. Et donc, le désir, il est, au fond, on le retrouve un peu à tous les niveaux. Il est au niveau dès l'enseignement primaire, secondaire, mais surtout secondaire, où les formations technologiques sont considérées dans notre pays comme étant un peu des formations de seconde zone, et faire très attention à donner j'allais dire, ce goût et ce niveau aux formations technologiques équivalent à ce qu'on appelle les formations générales. Et donc, c'est des décisions qui sont des décisions absolument majeures. C'est pas les moins bons élèves qui vont là-dedans, c'est faire très très attention à ça. Deuxième idée, au fond, quand les gens rentrent dans les formations supérieures, que ce soit des formations, disons, universitaires traditionnelles ou des écoles ou tout ce qu'on peut imaginer, l'idée, vous vous souvenez de cette expression de formation par la recherche? Eh bien, cette formation par la recherche, elle est en réalité ce problème n'est pas réglé par la proposition que nous faisons, mais il peut être sacrément quand même, j'allais dire, impulsé. L'idée serait que l'un des stages que font nos étudiants se passe dans un centre de recherche de manière systématique. C'est-à-dire qu'il y ait quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois qui sont pour un étudiant en sciences passé dans une équipe de recherche, qu'elle soit d'ailleurs privée ou publique. Ce serait d'ailleurs extrêmement bon pour le public parce que ça ferait apparaître beaucoup de jeunesse et ça régénérerait le dispositif. Le troisième point, c'est évidemment celui au-dessus de tout cela, ceux qui sont devenus des chercheurs. Alors, deux possibilités. La première, cette proposition peut se diviser en deux. La première, c'est que beaucoup de nos chercheurs partent un peu partout. L'exemple que tout le monde a en tête, c'est celui de notre prix Nobel de chimie qui était, elle est dans un labo en Allemagne, mais c'est vrai, je préfère ne pas parler d'économie, mais c'est vrai partout. Les très bons partent tout simplement parce que la manière dont on valorise leur travail est tout à fait insuffisante. Alors, il ne s'agit pas de faire un truc comme l'opération Ségur, la discussion qu'on a eue au mois de juillet dernier sur les carrières sanitaires. Il ne s'agit pas de me rajouter une prime de 300 €, il s'agit de complètement modifier les grilles de rémunération et permettre vraisemblablement aux choses d'être beaucoup plus liquides. Ceci est lié à la baisse et la faiblesse des rémunérations est liée à une décision qui a été prise en 82 et malheureusement pour moi, à la fois pour l'âge et pour la bêtise de la décision, elle a consisté à considérer que les chercheurs étaient désormais des fonctionnaires, ce qui était évidemment totalement absurde. Et c'est une décision publique on ne peut que souhaiter voir être remise en cause. Enfin, le dernier point, au fond, c'est essayer de s'inspirer des Allemands. Nous valorisons beaucoup dans les carrières, en tout cas dans les débuts de carrière, les diplômes des gens, des uns et des autres, des filles, des garçons, et on valorise assez peu ou pas suffisamment les diplômes de docteur, que ce soit les docteurs ingénieurs, les docteurs, enfin toutes les catégories de doctorat. Comme vous le savez,
En Allemagne, Herr Doctor, c'est ce qu'on fait de mieux. Et donc, il faut absolument, mais Geneviève Fioraso l'a évoqué ce matin, arriver à coller à ce titre de docteur j'allais dire, une capacité de débouché et de rémunération qui soit satisfaisante. Voilà. Donc tout ça, ce sont des décisions qui pourraient être prises rapidement par le gouvernement. D'ailleurs, les 10 propositions que nous faisons sont toutes opérationnelles, efficaces. Il suffit juste que le gouvernement s'en inspire et ce sera bon pour tout le monde. Mais peut-être la première des décisions, c'est celle j'allais dire, de considérer que dans le plan de relance, qui sera d'ailleurs renouvelé par un autre plan de relance très rapidement, à mon avis, dès le mois d'octobre, on remette l'ensemble de l'argent qui est consacré, on le remette au bénéfice de l'ensemble des dispositifs de recherche et technologie, parce que nous en avons vraiment besoin. Voilà. Je crois qu'on a terminé avec nos propositions. J'en profite pour remercier tout le monde et puis pour annoncer tout ce qui nous permet à nous autres de continuer notre préparation des rencontres d'Aix, évidemment sous le regard bienveillant des coprésidents du cercle des économistes, Françoise et Hippolyte. On a un point de conjoncture qui aura lieu sur l'énergie et sur les matières premières avec Patrice Geoffron et Philippe Chalmin qui a lieu le 14 avril. Le 27 avril, un web séminaire avec Pierre Louette. Et là, ça va ravir Françoise parce qu'il s'agit en réalité des relations entre les GAFA qu'elle connaît particulièrement bien et les médias qu'elle connaît particulièrement bien. Donc, je veux dire, c'est le 27 avril. Donc, à mon avis, c'est vraiment, tu es au cœur. Ce livre t'est dédié dans les faits. Et enfin, avec Radio France, comme on l'a fait précédemment à Toulouse, Rennes et Grenoble, là, ce sera plus facile de faire éventuellement un tout petit peu de présentiel. Nous ferons un dernier galop d'essai de réflexion sur la manière dont la finance peut contribuer à la sortie de crise. Mais je pense que c'est un super sujet. Mais le 18 mai, je suis pas sûr que la sortie de crise soit aussi proche que cela. Enfin bon, on verra bien. Tout ça, c'est positif et je crois que ça nous permettra d'atteindre les 2, 3, 4 juillet à Aix avec une très très bonne préparation auquel nous participons tous. Voilà, bonne soirée, merci à tous et le 14 avril, je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais nous vous attendons et je dis aussi bien entendu au revoir aux 50 000 ou 60 000 personnes qui ont bien voulu se connecter à cette journée sur la technologie en France.